Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau des 24 heures chrono de l'International 2018, en direct à partir des studios de TV5. Nous en sommes à la 18e heure de direct et dans le cadre du spécial Canada que nous avons créé cette année, nous allons traiter d'une émission en fait qui va parler donc de tout ce qui concerne l'implantation de l'entreprise au Canada. Donc tout d'abord, nous allons traiter avec mes invités les aspects logistiques, c'est-à-dire trouver le local, le louer ou voire l'acheter. Et dans une deuxième partie, nous allons traiter de tout ce qui concerne la fusion-acquisition. Alors, tout de suite, je vais vous présenter mes invités. Donc, j'ai Solange Straume, vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Oui. Vous avez vécu 28 ans au Canada et vous avez notamment développé l'Occitane, puisque vous en étiez présidente au Canada. Oui, bonjour. Marilène, bonjour. Bonjour. Marilène Garceau. Donc, vous êtes fondatrice et associée de Kennedy Garceau, qui s'occupe donc d'accompagner les entreprises qui partent au Canada. Tant en termes logistiques que RH aussi. Complètement. L'humain est au cœur du projet et du succès du projet, donc on s'occupe de vous. Voilà. Maître Philippe Rousseau. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans le droit justement qui concerne l'implantation, l'immigration, les affaires en général. Et vous faites partie du cabinet BHLG. Oui, tout à fait. Voilà. Et vous êtes implanté à Montréal. Oui. Et je crois que vous êtes français d'origine. Tout à fait. Ça fait 20 ans que j'habite au Canada. Voilà. Dany Larochelle, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire et exécutif Vice President Europe de CAFA Corporate Finance. Tout à fait. Expliquez-moi un petit peu qui est CAFA Corporate Finance. C'est une boîte d'investment banker créée il y a 30 ans à Montréal avec bureau à Paris, Madrid et Toronto. Alors les investment bankers in France, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Grosso modo, c'est des spécialistes du financement et des fusions-acquisitions. Vous n'êtes pas des banquiers? Nous sommes des banquiers, disons, au service de notre client et non pas des banquiers qui offrent des services de financement, mais bien qui vont chercher le financement pour les projets. Très bien. Et qui s'occupent des acquisitions d'entreprises. Parfait. Tout de suite, on va justement écouter Philippe Aulne, qui fait partie du groupe Sutton et qui est spécialisé dans le commercial et qui va nous expliquer un petit peu quel est l'état du marché commercial au Canada. Donc, l'état du marché commercial au Canada, depuis 10 ans, il est très bon. On arrive, par contre, en 2017, à une légère baisse qui va se progresser encore en 2018. Tout ça parce qu'on a eu un boom immobilier pendant 10 ans, beaucoup de construction, donc beaucoup de vacances dans le commerce. On le voit à Montréal, on le voit à Vancouver et Toronto, c'est carrément différent, mais on va sentir une baisse fin 2018. Alors, comme on le constate à partir de cette vidéo, autant ce matin, dans l'émission sur l'immobilier, on parlait d'une explosion d'un marché qui montait. Là, il semblerait que ce soit plutôt l'inverse. Enfin, d'après Monsieur Aulne, qu'est-ce que vous en pensez Il faut distinguer. Il y a eu récemment, au cours des 2 dernières années, la construction de beaucoup de tours à bureaux en centre-ville de Montréal, ce qui entraîne un déplacement d'entreprises vers ces nouvelles tours à bureaux et donc pas mal de pieds carrés, comme disent les Québécois, qui sont vides et alloués. Pieds carrés, c'est des... Le pied carré, c'est le mètre carré, sauf que l'Amérique du Nord étant au système impérial, on parle donc de surface en pieds carrés versus le mètre carré métrique européen. D'accord. Alors pour les entreprises donc, qui seraient tentées de se développer sur place, d'ouvrir un local, de l'acheter, voire de le louer, qu'est-ce qui va se passer au niveau du bail commercial? Quelles sont les différences essentielles avec la France, Philippe? Alors, la principale différence, c'est que contrairement au droit civil français, où il y a une section spécifique sur le bail commercial est un bail normal en Amérique du Nord, soumis pour le Code civil du Québec au droit du louage. Donc, c'est reste dans le droit général. Par opposition à un bail pour un individu qui, lui, est soumis à une réglementation spécifique. Donc, en fait, c'est l'inverse du système français. Donc, c'est libre négociation entre les parties, tout à fait, c'est libre négociation entre les parties. La personne qui veut louer fait une offre pour louer, en précisant combien elle souhaite louer le bureau, le prix et tout. Et puis le bailleur, ou le propriétaire de l'immeuble, accepte l'offre ou négocie l'offre, qui se traduit après par un contrat signé par un avocat ou un notaire,
mais c'est de la libre négociation Alors justement, vous qui en avez souvent loué beaucoup, à quoi faut-il veiller? Alors, je dirais que la grosse différence, moi je suis plutôt, donc on va parler des baux commerciaux, donc de commerce de détail. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de droit au bail au Canada. Donc, vous n'achetez pas le fonds de commerce, c'est un bail pur et simple. Et comme le disait Philippe, les prix peuvent aller du simple au double dépendant de l'offre et de la demande. À l'inverse de ce que le monsieur a dit sur la vidéo, nous avons un gros problème au Canada, c'est-à-dire le nombre de pieds carrés disponibles par habitant, à l'opposé des US, qui en ce moment justement ont beaucoup de baux qui sont libres, des magasins ont fait faillite. Nous avons le problème inverse au Canada. Vous parlez de Toronto ou de Toronto, Vancouver, tout hors Québec. En fait, Québec est vraiment spécial exactement pour la raison qu'a évoqué Philippe, c'est qu'ils ont construit beaucoup et du coup ils se sont retrouvés avec alloués partout. Nous, on est complètement dans le processus inverse dans mon domaine, qui est le commerce de détail, puisqu'on n'a pas beaucoup de pieds carrés par habitant comparé aux US. Et depuis la crise financière de 2008, les US ont soudainement découvert le Canada. Donc, ils sont rentrés en masse, voilà, en Amérique du Nord. Ils ont pris les emplacements commerciaux et ils sont allés côté anglophone, évidemment. Mais bien sûr, parce en général, ils vont pas au Québec, parce que tout doit être bilingue au Québec, donc ils sont pas du tout préparés. Et du coup, on se retrouve en fait avec des prix. J'avais une boutique sur Bloor, qui est l'avenue Montaigne de Toronto, qui me coûtait 180 000 $ par année pour 100 mètres carrés de boutique, et qui est passé du jour au lendemain à 380 000. Et vous n'étiez pas protégé par votre bail? Non, en fait, les baux, ils sont de 5 à 10 ans. Donc, vous négociez avec votre propriétaire un renouvellement après 10 ans. Et on ne peut pas négocier l'augmentation? Non, non, justement, ça serait trop beau. Ça serait le paradis. Donc après, oui, c'est notre capacité de négociation et d'expliquer que, voilà, mais je vais être très transparente avec vous. Quand on veut un emplacement sur Bloor, on ne négocie pas, on paye le prix qu'on nous demande. Donc si c'est 380 000, on paye 380 000. Parce qu'il y a trop de demandes et il n'y a pas d'offres. Et dans le cas d'un restaurant, parce que ça peut aussi être problématique, quand on prend un restaurant au Canada, on le monte, ça devient connu, ça fait du chiffre, et d'un seul coup, le propriétaire, parce que le bail s'arrête, vous dit oh ben moi, demain, c'est le double de loyer, ou vous partez. Non, on perd tout, alors. Oui, absolument. Alors, après, tout dépend de la relation qu'on a avec nos propriétaires. Moi, j'ai des boutiques qui ont été pendant 15 ans dans le même emplacement. On développe, déjà, on choisit bien son propriétaire. Oui, ça c'est sûr. Ensuite, on s'assure pour que le propriétaire soit aussi content que vous de lui, c'est-à-dire que vous faites du bon chiffre d'affaires, etc. Les seules instances où un propriétaire va doubler, c'est parce qu'il veut se débarrasser de vous, parce qu'il s'est rendu compte, en fait, que le marché était passé de 50 $ du pied carré à 90, que vous n'assuriez pas. Et à ce moment-là, il augmente son loyer pour se débarrasser de vous. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. J'en ai eu 12 boutiques, on a eu 2 entrepôts, ça nous est jamais arrivé. Et on l'anticipe en plus. On connaît les variations du marché. On sait qu'aujourd'hui, c'est 50, demain, ça va être 75. Bloor Street, quand il m'a annoncé 380 000, j'étais déjà au courant. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à verser aux propriétaires, hormis le loyer? Est-ce qu'on va avoir des charges supplémentaires? Qu'est-ce qui va nous incomber en tant que locataire? Alors ça, c'est une chose, il faut faire attention. Donc, il va nous annoncer le prix au pied carré qui va être de 200... là, je parlais en annuel, donc je perds un peu le fil. C'est 300 $ du pied carré. Mais il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, au moment de négociation, le propriétaire va nous annoncer les charges communes. Donc, pour les emplacements communs, et qui peuvent être très élevés quand vous rentrez dans des centres commerciaux. Parce que là, ils vous font payer pour l'ensemble. Pour tout le monde. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle le percentage rent. Donc, c'est un pourcentage au-delà du loyer qui se déclenche à partir du moment où on atteint un chiffre d'affaires. Ça a tendance à arriver vers le 2 millions de chiffre d'affaires. Mais c'est peut-être pas inintéressant parce que quelque part, ça protège finalement. Puisque plus vous gagnez d'argent... Bien sûr. Plus il a envie de vous garder parce que Exactement. Ce fameux pourcentage augmente. Oui, donc vous payez votre loyer et en plus vous payez le pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Par exemple, les baux que j'avais, c'était au-delà de 2 millions de $. On payait un pourcentage. Mais comme vous le dites, tout le monde est content. Le jour où on a 2 millions de chiffre d'affaires dans une petite boutique de 100 mètres carrés, on se plaint pas trop. Mais oui, tout à fait. Voilà. Maître, vous avez déjà eu des clients qui ont eu des problèmes
en louant un local. Vous avez une anecdote en tête, quelque chose, Anecdote. un conseil à donner ou... Le conseil principal, c'est de bien lire le contrat et de le faire rédiger. D'aller voir un avocat pour bien un avocat lire. ou un notaire, Ah. l'un ou l'autre, mais de savoir dans ce vers quoi on s'engage. Pas retrouver 6 mois après, ah finalement j'aurais pas dû négocier cette clause, ou si j'avais su, tiens, j'aurais fait mettre telle clause dans le... Là encore, on est dans un paradigme qui est différent. L'Amérique du Nord, c'est la règle des contrats qui s'applique. C'est pas l'État qui est derrière vous qui vous dit je vais te protéger, tu as telle et telle réglementation en ta faveur. Donc c'est vraiment regarder ce qu'on signe et puis s'assurer de bien conseiller. Et j'ajouterais qu'il faut vraiment s'assurer de prendre un avocat qui est spécialisé en droit du bail. Voilà. Parce que les baux ne font pas 5 pages au Canada, ils font 60 pages, voire 100 pages. Et il faut passer à travers toutes les pages du bail. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Et puis, j'ajouterais que l'immobilier, évidemment, commercial est très différent d'une ville à l'autre et que parfois, même à l'intérieur du Canada, on néglige, par exemple, même à l'intérieur du Québec, on oublie souvent qu'il y a des pôles de croissance très fortes en dehors de Montréal, comme par exemple la ville de Québec, qui est quand même une zone urbaine très dynamique, qui n'a pas les mêmes problèmes de surplus de surface à louer que Montréal. Et dans le cas de la location d'un entrepôt, alors ça, c'est même tarif. Voilà, même, c'est pareil. Ben non, les tarifs, enfin, les mêmes ça va tarifs. être 10 $ du pied carré, par exemple. Mais Enfin, même procédure. la procédure est la même. Bon, c'est un petit peu moins rigide qu'un local commercial, parce que le local commercial, c'est pignon sur rue. Mais nous, c'est le même avocat, en fait, qui s'occupait de tous nos baux, que ce soit les baux d'entrepôt, les baux de bureau et les baux de boutique. C'est surtout les boutiques, en fait. Alors, Qui sont les plus sensibles. Oui. Vous êtes d'accord, Oui, Philippe? tout à fait. Après, il y a les questions de où c'est situé, comme c'est du public, il faut toujours qu'il y ait des réglementations en matière de sécurité, et des questions d'entreposage derrière de produits, alors qu'un entrepôt, c'est un entrepôt, Accès aux c'est handicapés pas- aussi. Oui, l'accès Oui, handicapé tout qui est à fait, obligatoire oui. au Canada. Côté Oui. RH, là. Oui, alors justement, C'est ça. parlons-en. Ça tombe très bien parce que quelles sont les responsabilités qui incombent aux locataires, aux propriétaires? Vous venez de le dire, donc déjà l'accès. L'accès, effectivement, handicapé. Ça, c'est comme en France, c'est normal. Les normes pour les incendies, toutes ces normes qui sont un peu différentes. Hein. C'est vrai que l'accès aux handicapés dans certaines villes de France, on n'y est pas tout à fait. Oui, il y a des normes pour tout ce qui est locaux publics. Elles sont Nous, pas c'est respectées. hyper strict. En fait, ça va jusqu'à des boutiques où, même si on ne peut pas embaucher d'handicapés, parce que malheureusement, dans une boutique, il faut être capable de porter des boîtes, on a l'obligation d'avoir des toilettes accessibles aux handicapés. D'accord. Et que l'entrée de la boutique soit accessible à l'handicapé. Donc, qu'on fasse assainir le trottoir pour que l'handicapé puisse venir, ce qui est, moi je trouve ça génial. Et les espaces de stationnement également, parce Oui. qu'un handicapé n'est pas nécessairement chaise roulante. Hein. Ça peut être une personne âgée qui a un peu de problème de mobilité. Ben, c'est quand même un client. Et on vient sur ce qu'on disait hier, c'est la culture du service à la clientèle. Ça découle aussi de ça, c'est de pouvoir avoir les services et de rendre notre service accessible à l'ensemble de la population. Et quand on a préparé cette émission, Solange, vous aviez fait référence à une autre responsabilité que j'avais trouvée assez étonnante. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Oui, c'était une petite anecdote. Je racontais à Sandrine qu'à l'Occitane, on faisait souvent des événements dans les boutiques. Et donc la première chose, quand on fait un événement, il faut avoir une licence d'alcool, parce que l'alcool n'est pas... On n'a pas le droit de boire de l'alcool en public comme ça peut être en France. On a une licence du nombre de personnes qui ont le droit d'être dans la boutique. Et en plus de ça, si on invite donc une centaine de personnes dans notre boutique et qu'ils boivent l'alcool, nous sommes responsables de ce qui se passe après leur départ de la boutique. Donc si on a, Oui, c'est pas négligeable. on a eu, et ça nous est arrivé souvent d'avoir des clientes en état d'ébriété, on a l'obligation d'appeler un taxi et de les renvoyer chez eux en taxi, sinon on peut être responsable s'il y a un accident. Donc quelquefois ça peut être un petit peu stressant. Et il y a de plus en plus de services aussi où ils viennent te chercher et ils prennent également... Il y a une autre personne qui conduit votre voiture. Ouais. Donc, il y a accompagnement de vous avec le chauffeur dans la première voiture et quelqu'un d'autre qui conduit votre voiture. Donc, le lendemain Quelques matin, bonnes idées dont la France sécurité. pourrait s'inspirer. C'est ça. Vous êtes en sécurité, vous avez votre voiture avec vous. Très bien. Alors, on va écouter à nouveau Philippe Aulne, toujours du groupe Sutton, qui lui va nous expliquer un petit peu les alternatives qui peuvent exister quand on ne veut pas louer ou acquérir un bureau.
Il y a beaucoup de gens qui ont transformé leur immeuble parce il y a beaucoup de vacants actuellement. On est actuellement à 12,7 de vacants à bureau, de tours à bureau. On prévoit pour fin 2017, 15. 2018, on prévoit 17% de vacants. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui vont transformer des unités en très grandes unités. Ils vont faire des tout petits bureaux qu'on loue à la semaine, à la journée, au mois. Et ça, c'est très rentable. Ça se voit de plus en plus. Ça a commencé à New York beaucoup. Maintenant, on le fait beaucoup à Montréal. Donc, on le voit, beaucoup de centres d'affaires qui se créent, un petit peu comme ce qui se passe à New York. C'est de plus en plus fréquent à Montréal ou ailleurs. J'aimerais donc qu'on revienne un tout petit peu sur un point que vous m'avez évoqué là pendant le sujet, à savoir qu'en fait, on n'achète pas de bureau ni de boutique au Canada. On loue, toujours. Quasiment tout le temps. Tout le temps, oui. Sauf des petits individus. On achète un tout petit building, voilà, où il y a un magasin au rez-de-chaussée comme investissement. Mais c'est culturel, ça C'est culturel. Et puis les coûts de création des tours de 50 ou 80 étages sont tellement faramineux. Mais acheter, par exemple, son propre magasin, ça se pratique. Alors, pas. Dans les centres commerciaux, c'est impossible, non, puisque voilà. le centre commercial, je crois que c'est la C'est Teachers Pension qui est propriétaire des centres commerciaux au Canada. Voilà, donc ça, c'est quasiment impossible. Alors, effectivement, à Toronto, il y a certaines rues où vous avez encore des petits buildings qui ont l'air de buildings du Far West, où vous avez boutique, un appartement à l'étage, et vous en avez plein comme ça, alignés. Oui, mais que des gens comme nous, par exemple, qui sommes là depuis 20 ans, peut-être qu'on ferait ça comme investissement immobilier, mais quand vous êtes responsable d'une marque, jamais vous allez louer. Et après, au bout de 10 ans, même vous, donc vous auriez jamais acheté, quoi. Non, j'ai jamais acheté, en fait. Et surtout, quand le chiffre d'affaires augmente, le premier emplacement est trop petit, donc on veut pouvoir sortir du bail et aller ailleurs. D'accord, très bien. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas sur ce sujet. On n'a pas parlé des pépinières. Il existe des pépinières d'entreprises au Canada comme en France, j'imagine. C'est très gros. Il y a des alternatives. Il y a effectivement de la domiciliation, comme nous faisons, qui est une à Montréal. Et également, on voit comme la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada héberge maintenant des entreprises depuis quelques années. Et il y a des coworking qui commencent à se développer beaucoup plus, je dirais, dans les 4-5 dernières années, dont certaines qui ont décidé d'accueillir 50% d'entreprises étrangères et 50% d'entreprises locales. Donc, pour permettre l'échange et la cohésion, un peu l'innovation collaborative des entreprises ensemble et l'accueil des nouveaux arrivants. Parfait. On va attaquer la deuxième partie de notre émission, donc consacrée aux fusions et acquisitions, et en dernière partie à la protection intellectuelle et commerciale d'une marque. Mais tout de suite, on va faire une pause et puis on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée au Canada et plus spécifiquement à l'implantation. Donc on a vu dans la première partie tout ce qui concernait les aspects logistiques. Et là, nous allons attaquer la deuxième partie de l'émission qui, elle, est consacrée à tout ce qui concerne la fusion-acquisition. Et j'ai à ce titre à mes côtés Dany Larochelle. Dany Larochelle, vous êtes, pour ceux qui viennent d'arriver, partenaire et exécutive vice-président Europe de CAFA Corporate Finance. Oui. J'ai également Solange Strom, Maître Philippe Rousseau et Marilène Garceau. Alors, Dany, pouvez-vous nous parler un petit peu du phénomène donc d'acquisition-fusion parmi les Français, quels sont le type de fusion-acquisition que vous pratiquez le plus, en fait?
Grosso modo, une des voies pour entrer sur le marché canadien pour un investisseur français est de faire l'acquisition d'une société via sa propre société française. Donc, ça devient dans le fond une maison mère avec une filiale. Le métier d'investment banker, c'est vraiment d'accompagner cette entreprise française ou l'entrepreneur qui en est propriétaire et président dans la maximisation de ses intérêts sur le marché canadien. Donc, trouver la meilleure cible en fonction de son cahier des charges, approcher cette cible et voir si elle est intéressée à démarrer des discussions sur une éventuelle acquisition majoritaire, totale ou même minoritaire parfois. Quelles peuvent être les difficultés donc, qu'on va rencontrer ou celles auxquelles il faut veiller quand justement on est dans ce cas, qu'on est entrepreneur et qu'on veut racheter une future filiale? Je crois que notre métier d'investment banker au Canada est très différent de celui de nos collègues français. La première grande distinction, c'est le fait qu'on n'a pas accès aux données financières des entreprises. Elles ne sont pas publiées. Les sociétés privées ne publient pas leurs chiffres. On ne peut même pas connaître le niveau de leur chiffre d'affaires, leur niveau de rentabilité. On ne peut parfois même pas connaître le nombre d'employés qu'ils ont. Comment on fait? On fait une enquête alors? Il y a des sources différentes, non officielles, où on peut voir une approximation du chiffre d'affaires, une fourchette entre 5 et 10 millions, par exemple, une fourchette d'employés entre 50 et 100, etc. Mais le seul moyen d'avoir vraiment accès à l'information pour juger de la qualité de la cible et de la bonne taille de la cible aussi, on n'a pas le choix. Il faut approcher le propriétaire, le mettre en confiance. Dans le cas d'un investisseur français, il faudra qu'il y ait une rencontre pour le mettre en confiance. Et après, il acceptera, sous couvert d'une entente de confidentialité, de partager ses chiffres avec nous et d'enclencher une discussion ou non. Vous avez vécu une expérience de ce type? Mais en fait, oui, effectivement, Dany a tout à fait raison. Les entreprises privées n'ont absolument pas, c'est leur entreprise, ils n'ont pas à publier du tout leur chiffre d'affaires. Et c'est vrai que quand on veut établir une relation avec une entreprise, ça passe souvent par des non-disclosure agreements. Et ensuite, à ce moment-là, il faut même aller jusqu'à la due diligence pour pouvoir avoir accès aux chiffres, aux informations. Comme aux États-Unis, en fait. Oui, Exactement. tout à fait. Tout à fait. Exactement. D'accord. Et évidemment, les critères de valorisation d'une entreprise sont différents entre l'Amérique, entre les États-Unis même, et le Canada et la France. Donc, il y a des histoires de ratios financiers qui sont différents. La façon de présenter un dossier de financement à la banque locale canadienne pour nous appuyer dans l'acquisition, parce qu'on peut financer une acquisition localement, sont différents. Donc, tout ça amène beaucoup de différences dans le métier. Et je dirais que les pièges à éviter, entre autres, c'est au niveau du rythme de la négociation. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, et ça s'applique très bien au Québec et au Canada, il faut maintenir le rythme de façon soutenue, parce que pour un Nord-Américain, s'il y a un ralentissement des étapes, c'est perçu comme une baisse de l'intérêt. Désintéressement. Voilà, un désintéressement. Et c'est là où on a un choc des cultures, si on peut dire, entre l'Europe en général et l'Amérique du Nord en général. C'est que l'Européen considère qu'il n'a pas le droit à l'erreur, donc il ne veut pas signer une lettre d'intention ou une lettre d'intérêt sans être sûr que tous les paramètres sont impeccables. Le Nord-Américain, lui, il n'a pas le droit de rater une opportunité d'affaires. Donc, il attend après nous et il a le droit à l'erreur. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur, donc on veut le faire attendre. Et c'est là qu'il faut joindre les deux façons de faire qui sont parfois très éloignées. Puisqu'on parle de délai, alors parlons un peu du process d'acquisition. Donc, quel va-t-il être? Et puis, parlons des délais. Peut-être, Maître, vous avez des choses à dire là-dessus. Les délais sont fonction de la taille de l'entreprise, d'un nombre assez important de variantes. Donc il est difficile. Prenons une PME, petite PME. Dans certains cas, à l'intérieur de 2-3 mois, ça peut être réglé, mais dans un délai plus court. Mais le problème est que les chiffres sont irrelevant dans la mesure où ça dépend vraiment de l'entreprise, des actifs de l'entreprise, des négociateurs. Le due diligence, effectivement, en fait, c'est un audit ça peut être long, de toute l'entreprise. C'est-à-dire que financier, là encore, ça dépend. Comptable, avocat, banquier qui travaillent ensemble, ça peut aller vite. Et donc, dans le process, alors il faut faire ce due diligence qui est vraiment la clé de base, c'est faire un scanner complet de l'entreprise que l'on veut acheter. Ça, c'est la première étape.
de façon à s'assurer que les finances correspondent bien, qu'il n'y ait pas une dette cachée, qu'il n'y ait pas, par exemple, alors c'est en matière financière, en matière juridique, un risque juridique de procès qui va tomber. Ce qui est assez nouveau, c'est dans des entreprises qui ont des industriels, un audit environnemental également. Est-ce que l'entreprise n'a pas, on achète une entreprise, on dit « Ah, c'est super, elle est très rentable ». Oui, mais elle rejette des eaux usées à un endroit où on n'a pas le droit de le faire. Donc vous allez payer très cher quelque chose qui, en fait, s'avère un fruit pourri. Ou est dans un territoire autochtone, ou Ou voilà, il y a des choses éventuellement, dans ce genre de choses, faire un audit également des contrats de travail. Parce que peut-être que lorsque vous allez racheter, vous avez 4 ou 5 ingénieurs ou des gens qui sont l'audit clés, social, quoi. Voilà, qui sont clés, et puis ils n'ont pas envie de rester avec vous. Oui. Donc il faut identifier ces personnes, peut-être préparer. Donc vous avez tous ces facteurs-là qu'il faut. Et donc une fois qu'on gérer. a fini ce due diligence, On retourne sur la négociation après. On retourne voir Dany. Ouais. Dany, théoriquement, est partie intégrale du processus. Fait partie Oui, de oui. la due diligence. Oui, au contraire. Au contraire. D'accord. Je pense qu'il y a différentes étapes et une étape clé, c'est de signer une lettre d'intention avec la partie. À ce moment-là, le vendeur vous assure d'une exclusivité de négociation pendant une période déterminée qui, normalement, permet de faire la fameuse due diligence. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est là où vous missionnez votre avocat, votre comptable, afin de vérifier, de retourner toutes les pierres, s'assurer que c'est nickel. Ce qui fait peur souvent aux Européens, c'est que dans la LOI, on met une valorisation sur l'entreprise qu'on ne peut pas garantir parce qu'on n'a pas encore les chiffres détaillés, on n'a pas le rapport de due diligence. Mais justement, il est prévu dans ces lettres qu'il y a une porte de sortie si ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nous présente. La France, là, Exactement, Oui. exactement. Là, c'est le même process. Que j'en ai fait en France. Ouais. C'est assez similaire. Après, c'est vrai que le processus va beaucoup plus vite en Amérique du Nord. Nous, on a vendu une entreprise de 12 pharmacies en 2 mois. Puis quand j'ai revendu l'Occitane, ça a pris 3 ans. C'était bien, mais voilà, donc c'est des processus qui sont... Il faut juste le savoir. Et comme disait Dany, le processus en Amérique du Nord, il ne faut pas laisser traîner votre interlocuteur. Il faut vraiment avancer de la même façon, sinon il passe à quelqu'un d'autre. D'accord. On a un décrochage, on a un risque de décrochage. Tout à fait. J'ai une question, Solange, parce qu'on l'avait également évoqué, puisqu'on parle de social. Vous m'avez dit que quand on rachetait une entreprise, si elle était syndiquée, quelque part, on rachète le syndicat avec. Ah oui, alors ça, c'est... Dans le due diligence, ça peut apparaître, ça, peut-être. Oui, alors surtout, parce que moi je l'ai vécu en Colombie-Britannique, en fait les syndicats ne sont pas massivement représentés au Canada, sauf au Québec et en Colombie-Britannique, les deux provinces extrêmes. Et effectivement, quand je suis arrivée en Colombie-Britannique, c'était un peu ce qui m'avait étonnée. En France, si vous êtes infirmière, vous êtes dans un milieu syndicalisé ou non, vous pouvez appartenir ou non au syndicat. Au Canada, si 51% de l'entreprise a décidé de faire partie du syndicat et que vous voulez être infirmière dans cette entreprise, dans cet hôpital-là, vous êtes obligé d'être syndicalisé. Et au niveau du commerce, si par exemple sur nos 10 pharmacies, on en avait une qui devenait syndicalisée, même si on fermait la pharmacie, parce que c'est quand même très difficile de gérer une entreprise de 250 employés, puis quand vous avez un petit pôle qui est syndicalisé dans une entreprise privée, le site devient syndicalisé. Donc même si un autre magasin s'ouvre à la place de la pharmacie, une épicerie, le site reste syndicalisé. Donc il faut vraiment être au courant de ça et bien se faire accompagner. Parmi vos clients français, quel est le secteur d'activité le plus représenté? C'est vraiment très diversifié. Honnêtement, ça passe de l'aéronautique jusqu'aux sciences de la vie, en passant par la plasturgie, Vous constatez une la augmentation restauration. à l'heure actuelle ou... On a constaté, nous, une accélération, je dirais, à partir de 2012, qui faisait suite, disons, à la crise financière, au ralentissement global de l'Europe. Mais en même temps, le Canada continuait à faire du 2% de croissance de PIB par année. Et ça restait un des pays du G7 qui tirait bien son épingle du jeu, qui n'était pas tombé en récession vraiment, même en 2009, et qui donc apportait une option dans les pays riches, si on peut dire, à côté du Brésil ou de la Chine, etc. Donc si on veut prendre moins de risques, mais
avoir moins de retour quand même sur l'investissement potentiel qu'au Brésil avec sa croissance explosive. On avait l'option du Canada qui était mitoyenne et ça a vraiment accéléré énormément l'intérêt des Français pour le Canada. Très bien. Donc, imaginons, tout va bien, le contrôle est fait, ça y est, le Français rachète l'entreprise au Canada. Comment ça va se dérouler? Je pense notamment en matière de transmission RH humaine. Je pense que de toute façon, ce qui est important, même pendant la phase où on regarde les chiffres et tout ça, il faut réfléchir aux cultures d'entreprise. Parce que là, on va lier deux cultures d'entreprise différentes et il faudra voir comment on fonctionne ensemble. Surtout quand on est français. Ben, oui, mais la culture d'entreprise, c'est des deux côtés. Ouais. C'est la France qui acquiert une entreprise canadienne et québécoise et qui veut éventuellement amener ses processus et ses procédures. Il faut voir si effectivement la façon de vendre, si tout est conforme et si les deux cultures sont liées ou s'il y aura de la transformation à faire. Et transformer parfois même le discours marketing. Vous qui êtes avec Infranext spécialisé dans ce domaine. Oui, c'est vrai que nous, c'est plutôt, en fait, nous, on travaille plutôt avec des entreprises, en fait, qui essayent de développer leur marque au Canada. Donc, soit ils cherchent des investissements et ils veulent notre aide, justement, pour les investissements, mais aussi pour l'opérationnel. Et c'est quelque chose, comme disait Marilène, c'est une culture d'entreprise et aussi une culture de marque qu'il faut comprendre. Savoir que quand on arrive au Canada, même si une entreprise a très bien fonctionné d'une certaine façon en France, on est dans un milieu complètement différent, les codes sont différents, donc il faut savoir qu'il faut se réadapter et souvent refaire tout son marketing opérationnel. La gestion des employés n'est pas du tout la même, donc il faut connaître ça et bien se faire accompagner à ce niveau-là. Et pourquoi pas, dans une fusion-acquisition, éventuellement faire en sorte que le propriétaire canadien reste dans la structure pendant la phase de transition. Et lorsqu'on est sur une création de marque sur le territoire, faire appel peut-être à un commercial canadien qui a déjà son réseau. Et qui aura le discours adapté. Le discours, l'attitude, le réseau, ça peut toujours aider. Ouais. Puis éventuellement, si on commence à vouloir transférer nos salariés d'un pays à l'autre, ne pas négliger les règles d'immigration parce qu'on peut parfois avoir des mauvaises surprises et vouloir absolument transférer quelqu'un qui ne répond pas complètement aux critères ou il y a peut-être des visas supplémentaires à prendre pour les familles. Il faut toujours penser à ça. Je crois que c'est vrai... Oh, pardon. Non, allez-y. Je crois que c'est vrai dans tous les marchés. La fonction commerciale doit être locale. Et puis, il est difficile de mettre un étranger dans une fonction commerciale, en tout cas sur le terrain avec les acheteurs. Ça peut être le patron du commercial, ce qui est autre chose. Mais en contact avec le client, c'est compliqué. Et on voit souvent, nous, le meilleur des deux mondes, si on peut dire, c'est que les sociétés françaises sont probablement les championnes au monde de l'optimisation du coût de revient à l'intérieur des entreprises. En Amérique du Nord, on est un peu moins, disons, intensif sur ce point de vue. On est plus fort sur le commercial. Quand on met les deux ensemble, on voit des plus-values qui se créent parce que le patron français voit rapidement comment optimiser la gestion et augmenter la marge à l'interne juste en optimisant les façons de fonctionner. Très bien. Du coup, ça fait... Comme le plan d'usine, par exemple, s'assurer qu'un opérateur machine travaille sur 4 machines au lieu de juste une, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres. La partie un peu où on a beaucoup de fonctions en France, on est formé pour faire beaucoup de choses. Au Canada, on est pluridisciplinaire. Surtout expert. C'est ça. Puis au Canada, on a l'habitude après ça. Comme en Amérique du Nord, on fait une chose à la fois. Et... D'accord. Et justement, puisqu'on parle de réussite, ça marche bien finalement, les Français qui rachètent des entreprises canadiennes. C'est un bon mariage? Oui, c'est un bon mariage. Après, il y a certainement facteurs culturels qui sont communs. Après, c'est une décision d'affaires. Donc, si vous avez de bons gestionnaires et de bons hommes d'affaires, ou femmes d'affaires, c'est la même chose, qui réussissent d'un côté, il n'y a pas de raison qu'ils réussissent. Par rapport à votre expérience en tant Mais qu'avocat. nous, majoritairement, on a vu des succès. Dans certains cas, il y a eu des échecs, mais on sait pourquoi. Donc. Et c'était lié à quoi en général? Manque de préparation des gens, arriver en disant ma solution va marcher, et puis sans avoir regardé si effectivement elle allait marcher ou pas. Et puis des gens qui dépensent énormément la première ou la deuxième année, et puis qui se retrouvent en troisième année avec un manque de cash flow. Et là où, au moment où au contraire il faudrait mettre de l'argent dans la machine pour générer l'expansion hors du Québec et puis en Amérique du Nord. Alors on va dire 2 mots sur la franchise.
Parce que le français, il raisonne beaucoup franchise, lui, quand il veut partir à l'étranger. Visiblement, c'est pas à la mode au Canada, ça se pratique pas tellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'un d'entre vous, pourquoi? Alors, c'est vrai que, en fait, dans notre cas, par exemple, au niveau de franchiser des magasins, c'est quand même assez complexe, le processus de la franchise. D'ailleurs, vous n'avez jamais... Non, nous, on n'a jamais franchisé, mais on était distributeur de l'Occitane. À l'époque, il y a 20 ans de ça, on pouvait encore trouver des gens qui étaient prêts à mettre des millions pour développer les marques de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, si je regarde les clients qui viennent nous voir et qui nous demandent de leur trouver des distributeurs, le Canada est quand même très internetisé, ils sont très éduqués, les Canadiens, et ils vont dire oui, moi je veux bien mettre 2 millions pour développer la marque de monsieur Truc, mais je veux une garantie de rachat au bout de 5 ans à tant d'EBITDA. Et ça, les Français... C'est pas une manière de fonctionner, donc on est quelque part. Ben, oui, ils veulent pas garantir, et j'ai beau leur expliquer, mais si là les bidas qu'il faut, personne n'y perd. Lui, il est obligé de gérer l'entreprise et de réussir à avoir un EBITDA de temps. Vous avez promis que vous le rachèterez à 6 fois et demi l'EBITDA. Tout le monde est content. S'il n'a pas fait ses chiffres, on le rachète pas. Et là, on a un peu un problème à expliquer ça aux marques. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est que souvent, ils n'ont pas anticipé le coût de développer au Canada. Le Canada est un pays immense qui fait 17 fois la France. Il n'y a que 38 millions d'habitants aujourd'hui, 36 millions d'habitants. Oui. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, les 4 villes principales du Canada, donc Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary, se trouvent à 6000 km les unes des autres. Oui. D'où des coûts énorme si vous ne connaissez pas très bien le pays et vous n'avez pas un réseau super développé dans chaque province. Dans notre cas, ça a été moins un problème puisqu'on habitait à Vancouver et qu'on a basé l'entreprise à Toronto. Donc, on avait déjà tout notre réseau à Vancouver. Mais ça, c'est quelque chose que souvent, ils n'anticipent pas. Ils se disent... Je veux développer au Québec, je vais m'en sortir. Non, ça ne suffit pas, le Québec, quand vous voulez développer une marque, mais il vous faut des financements lourds si vous voulez développer le Canada dans son entité. Alors, pour clore, en fait, donc, sur ce sujet de la fusion-acquisition, et puis de la franchise aussi, puisqu'on s'aperçoit que, bon, c'est pas une bonne solution au Canada. Si je veux acquérir une entreprise, donc, je commence par aller vous voir, et vous allez me rechercher une entreprise. Exactement. Je crois que la grande différence entre l'investment banker, qui est un conseiller financier de tous les jours des intérêts de votre entreprise, et un courtier, c'est qu'on ne fait pas juste rencontrer l'offre et la demande. On travaille pour l'acheteur pour aller créer l'offre. C'est-à-dire, on approche des gens qui ne sont pas à vendre pour leur parler d'une vente éventuelle. Et parfois, là, ils sont déjà dans une réflexion sur 5 ans, mais sans plus. Ils n'ont pas mis leurs entreprises en vente. Et nous, on est convaincus que c'est comme ça qu'on trouve les meilleures entreprises et celles qui correspondent le plus à ce que l'acheteur recherche et non pas juste regarder le listing de ce qui est à vendre. Et puis après, on ira voir Philippe Rousseau pour faire signer les papiers, examiner tout ça. Ensuite, l'opérationnel pour savoir si on est bien au point à tous les niveaux. Et puis Marilène, les ressources avant pour les ressources humaines. Et pendant et après. Il faut choisir la bonne personne. Très bien. On va faire une courte pause et puis on va se retrouver tout de suite après pour aborder les aspects de protection industrielle, commerciale, de la marque, etc. Donc, nous sommes sur le plateau de l'émission consacrée à l'implantation d'une entreprise. Et là, nous allons aborder donc toutes les problématiques liées à la protection de la marque, la protection industrielle, la protection commerciale, etc.
Là, maître, vous avez sûrement pas mal de choses à nous dire. Comment ça se passe au Canada? Comment faut-il procéder? Peut-être définir un petit peu ce qu'on entend par propriété intellectuelle. Alors, si on parle tout de suite droit d'auteur, bon, on pense à chanson, on pense à livre, bon, ça c'est assez évident. Après, vous avez tout ce qui concerne les marques, les brevets, les dessins industriels, donc qui sont d'autres connexions. Donc, les marques, ce sont tous les logos, les lettres, les signes qui matérialisent votre entreprise. On peut penser à une certaine pomme ou à un lion en matière automobile. Bon, ça, c'est la marque. Vous avez les brevets, plus dans le domaine scientifique, industriel, qui sont soit une nouvelle technologie, quelque chose qui est nouveau, ou bien une amélioration d'un processus ou d'une technologie existante. Genre, par exemple, un robot existe, oui, mais si on raccourcit le bras ou autre, il est plus efficace. Bon, ça peut être breveté. Et puis, vous avez également les dessins industriels, qui sont tous les signes extérieurs qui vont identifier un objet. Par exemple, vous avez en matière automobile des capots de voitures qui font l'objet d'un dessin industriel parce que le galbe et le dessin du capot permet d'identifier la voiture ou la marque. Donc ça, c'est... Et vous avez également de manière plus récente, en matière de technologie de l'information, le dessin interne des puces qui font l'objet d'une protection parce que c'est très spécifique entre tel fabricant de puces versus tel autre. Tout le dessin interne est différent. D'accord. Donc, ça concerne la propriété intellectuelle. Vous avez, c'est du droit fédéral, donc il n'y a pas, comme dans certains autres domaines, vous avez la législation provinciale qui s'additionne. Il y a un office de la propriété industrielle qui est une loi fédérale et qui s'occupe de la protection, de l'enregistrement des marques et de la protection. Alors, si c'est une marque, il faut évidemment démontrer que personne ne l'a utilisée avant et donc qu'elle vous appartient. Alors, si vous êtes une entreprise française, oui, que votre marque est déjà inscrite à l'INPI en France, il y a des accords entre différents pays, dont le Canada. Vous avez une convention internationale qui gère l'ensemble des relations et donc vous êtes assez facilement en mesure d'amener votre titre de l'INPI auprès de l'Office fédéral canadien et de dire, bon, voilà, c'est protégé. Et très rapidement, votre marque va être protégée. Mais par contre, il ne faut pas partir du principe, je suis protégé en France, donc je vais avoir une protection mondiale. Oui, oui, d'une certaine manière, via la Convention, vous l'avez, mais vous avez quand même l'obligation de vous protéger et de vous inscrire pays par pays. D'accord. Donc si vous faites affaire dans 10 pays différents, vous devez avoir un enregistrement qui est dans tous les pays. Mais il y a des groupes de pays, hein, Philippe? Oui, il y a tous les pays qui sont... On fait Canada, Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui est plus facile, qui simplifie un petit peu la tâche. Le processus, oui. Ça, c'est pour les marques. Pour les brevets, là, il faut fonctionner avec un juriste plus un scientifique. Oui. Puisqu'il faut démontrer que votre brevet est vraiment une amélioration. Donc, vous avez des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs de tous les domaines qui travaillent en liaison avec des agents de marque ou des brevets de marque pour effectivement créer le dossier technique et dire oui, ce que je fais est bien quelque chose qui est unique, c'est bien nouveau. En termes de délai et de coûts? Alors, les coûts, bon, c'est pas très... On ne parle pas de sommes très élevées, de quelques milliers de dollars simplement. Les délais, tout dépend de ce que vous voulez protéger. Si c'est une marque qui existe déjà... J'imagine, je rachète une entreprise... bon, alors, ça c'est encore un autre cas de figure. Moi, partons du principe d'une entreprise française qui s'installe au Canada, qui a déjà sa marque protégée par l'INPI en France, très rapidement à l'intérieur de... Comme l'Occitane, par exemple. Oui, par contre, moi, je suis dans un dossier en ce moment. La marque a été protégée en France, mais ça fait 1 an que ça dure au Canada, pour l'Amérique du Nord. Donc, tout est le problème de l'ensemble de la couverture que l'on demande. Est-ce qu'il faut faire une recherche province par province? Est-ce qu'il faut aller vérifier aux États-Unis qu'est-ce qui se passe? C'est surtout dans le détail de ce que l'INPI a fait. Ils sont un peu plus quand même... ils prennent beaucoup plus de temps sur les dossiers sous un nom de marque qu'en France. Moi, je viens de vivre un peu la... Je pense à un cas précis. Si j'ai une marque que je veux défendre, moi je comprends de vouloir la déposer, de la protéger. Mais est-ce que je prends des risques, par exemple en exposant ma marque, simplement de me la faire voler? Alors, je t'en prie, vas-y. Non. Et vous avez des règles, en fait. Il y a une règle quand même qui est de la première utilisation. Si vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes le premier utilisateur de la marque,
surtout si elle est protégée dans un autre pays, vous avez, la protection n'est pas automatique, mais vous avez des arguments additionnels à faire valoir auprès de l'organisme fédéral. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que ma marque est protégée quelque part, donc elle va l'être dans le monde entier. Voilà. On a les cas assez souvent en fait, de marques qui sont des petites marques au Canada, de petites entreprises, et les Américains arrivent avec, ils ont le même nom de marque, et là c'est la bataille entre les deux, parce que lui il a sa marque, le petit Canadien, depuis 20 ans, et l'Américain arrive, il est beaucoup plus gros, donc ça peut être compliqué. On va malheureusement être obligé de conclure. Merci à tous. Une petite question sur la marque. Est-ce qu'il faut quand même que je la fasse vérifier avant d'arriver, ne serait-ce que pour ne pas être attaquée parce qu'elle serait déjà prise sur place? Ça, c'est le travail de... Ça, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est le travail des agents de marque au Canada, qui sont généralement des avocats. Les agents de marque. Et en plus, qui ont un titre d'agent de marque. Ça fait partie du mandat qu'ils ont de s'assurer que votre marque... Des fois, ça nous est déjà arrivé, notamment quand vous créez une entreprise, vous pouvez avoir un numéro, une société avec un numéro, ou une société qui s'appelle ABC, ce que vous voulez, ou dans le cadre de l'incorporation, il y a une vérification, est-ce que le nom commercial est disponible? Dans certains cas, il faut le changer. Tout à fait, Philippe. Et nous, ça nous est arrivé d'être obligés de changer le nom de l'entreprise. En France, elle a un certain nom et au Canada, elle a un autre nom. Parce que le nom existait déjà et on n'a pas pu l'utiliser. Bon, malheureusement, toutes les émissions sont toujours trop courtes pour pouvoir aborder tous les sujets. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là tous les quatre. Merci. Nous quittons et nous quittons aussi le Canada et nous partons à Santiago du Chili. Alors, juste pour votre information, les émissions en direct du Spécial Canada sont terminées, mais vous pouvez toutes les revoir en VOD sur le site des 24 heures chrono de l'International. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.